Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place. Bienvenue à tous. Je commence par un point technique. Vous pouvez suivre cet échange dans vos langues respectives en utilisant le casque qui est à votre disposition et en vous réglant sur le numéro des langues qui sont indiquées autour de nous. La langue anglaise étant le numéro 2. Je parlerai pour ma part en français. Et c'est en français que je suis très heureux de vous souhaiter à tous la bienvenue au Parlement européen avec mon collègue Andrei Kovatchev, qui s'exprimera bien sûr au cours de cet événement, qui est rapporteur permanent de notre Parlement pour l'Arménie. C'est un grand honneur de vous accueillir si nombreux. Je ne peux vous citer tous. Je voudrais en particulier dire le grand honneur que nous avons d'accueillir l'ambassadrice d'Arménie auprès de l'Union européenne et de la Belgique, chère Anna. C'est une grande joie, un grand honneur de pouvoir vous accueillir ici. Et puis je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible cet événement, mais ils vont se succéder au cours de notre rencontre, alors je ne serai pas plus long. Je voudrais commencer par appeler Céline Goulekian, si vous voulez bien me rejoindre. Vous représentez l'UGAB ici auprès des institutions européennes et je voudrais saluer Nadia Gorsounian, la présidente de l'UGAB, qui est ici avec nous. Et nous allons commencer, nous avons choisi de commencer par le récit d'une expérience. Parler du Haut-Karabakh, c'est parler de ceux qui y vivent, de ceux qui y ont vécu directement la dernière guerre qui a marqué ce territoire et son peuple. Nous avons souhaité commencer par le récit de cette expérience, par Lika Zakarian, qui en a livré un témoignage poignant dans son journal, puis dans le film qu'elle en a tiré. Et vous allez nous le présenter. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Bellamy. Je vais effectivement vous présenter Lika et le film, mais je vais passer à l'anglais. Donc, pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Lika Zakarian was born and raised. Lika Zakarian a été élevée et est née à Stepaniakert en 1984. Elle menait une vie somme toute normale. Elle est allée à l'université de Artsakh en Sciences Po et elle a travaillé comme journaliste pendant plusieurs années pour le CivilNet. Le 27 septembre 2020, au beau milieu de la pandémie, l'attaque a commencé et Lika ne pensait pas que ce serait le début d'une nouvelle guerre. Les familles quittaient le territoire pour trouver refuge en Arménie, mais elle a décidé de rester dans la capitale, à Stepaniakert, pour être témoin des événements. Elle a commencé à partager des rapports sur les victimes dans les villes avec son caméraman et son collègue. Depuis un bunker dans les soubassements d'une école, elle a commencé à rédiger un journal qui a été publié tous les jours sur le site Internet de CivilNet. Et c'est de cette façon qu'elle a voulu partager en temps réel avec le reste du monde ses réflexions, ses pensées, ses émotions. Depuis sa ville, sous les bombes, c'était aussi une façon pour nous, en dehors du Karabakh, de savoir comment la population sur le terrain faisait face à cette guerre au quotidien. Les médias internationaux ont accordé peu d'attention à ce conflit très violent. Et la voix de Lika a été un témoignage très précieux. Elle ne voulait pas être objective. Elle a simplement partagé ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti en toute sincérité, ne sachant même pas si elle allait survivre à cette guerre. Et en ce sens, ce journal reflète ce que cela signifie de vivre en temps de guerre, de craindre pour sa vie, pour la vie des êtres chers, de savoir que le danger est très réel, même s'il est tout à fait invisible pour le reste du monde en parallèle. Le documentaire Invisible Republic, dont vous allez regarder un extrait, est basé sur le journal de Lika Zakarian. Il a été produit par Creative Armenia. En 2022,
La sortie du film est suivie par une campagne d'éducation et de sensibilisation grâce à l'UGAB, l'Union générale arménienne de bienfaisance. Et en décembre 2020, la seule route entre le Haut-Karabakh et l'Arménie a été bloquée. À l'époque, Lika avait dit qu'il ne s'agissait pas d'un film qui parlait d'elle uniquement, c'est l'histoire, la tragédie de sa famille, de ses amis, de son peuple. Et malheureusement, cette histoire n'est pas terminée. Et en effet, ce conflit n'est pas terminé, le blocus n'est pas terminé. Près de 6 mois après le début, les personnes qui vivent dans l'Artsakh sont toujours sous pression, ils vivent dans la terreur, ils se lèvent tous les jours avec de mauvaises nouvelles, des problèmes d'approvisionnement en eau, gaz, électricité, des problèmes de pénurie de médicaments, de produits alimentaires, etc. Ils survivent en temps de guerre, ils vivent en des temps d'incertitude sous la menace d'épuration ethnique alors que les médias détournent leur regard. Et nous allons maintenant vous montrer un extrait de ce documentaire. Il s'agit donc d'un film complet, d'un documentaire complet, mais nous avons sélectionné quelques extraits d'une quinzaine de minutes. Et si vous souhaitez l'ensemble du film, il est disponible en ligne sur le site internet du film, à savoir invisiblerepublic.com. Je vous remercie. Un grand merci. Et je vous propose dès à présent de lancer ces quelques extraits du film, du documentaire. Day 1, September 27, 2020. Today in Stepanakert, we woke up to the sound of an explosion. It's a bit worrying from the beginning of the day. Azerbaijani troops are bombing cities of Nagorno-Karabakh, Artsakh. That is why I'm writing to you from a bunker, the basement of an empty school. In fact, there are thousands of bunkers like this all across the Republic. And at this moment, they are full of panic and confusion. Ես առավոտյան ժամ 7-ին 10 պակաս արթնացել եմ։ Մեկ է տեսնում եմ արդեն մեր տան վրա, մեր գյուղի վրա է դրացնում։ Հիմա չգիտեմ մեր գյուղը ինչ վիճակ է։ Համասնված է ժողովուրդը, մեկին հույս են տալիս, սիրտ ենք տալի։ Այդքան։ Անհանգստանալու բան չունենք։ Day 2, September 28. After the first Artsakh war in 1994, our house was never renovated. I asked my grandmother why we couldn't just fix it. She would say, what if we renovated, sweat over it, invest so much money in it, and then they drop a bomb and demolish our house? Today, for the first time, I understood what she meant. Այնքան գումար են ներդրել, սեր են ներդրել։ Հազիվ մարդիկ ինստիտուտները սարքել են, հազիվ ինչ-որ մի բանի տեր են դարձել։ Մի հատ սնայադով սա ոչնչանում է։ Երկու անգամ։ We now live the life our parents used to tell us about. I'm lucky that Levon is with me. He's a journalist like me. He's my cameraman, my best friend, my partner in life. Իմ կամերան ինչպես պետք է այնպես է դրած։ Together we are covering the war. Դա դեռ չեմ դրել մի վարքան։ Levon-ը դզում։ But we are also Karabakhsis, which makes our job very complicated. Լիկա լրագրողները այսօր գնացել են Գորիս, ոչ միայն Civilnet-ի մեր մյուս գործընկերները, այլ մյուս լրատվամիջոցներից։ Դուք ինչու չգնացիք։
Իրականում ես շատ հարգում եմ նրանց որոշումը, որ նրանք որոշեցին գնալ։ Սակայն իմ դեպքում, իմ եւ իմ գործընկեր Լևոնի դեպքում մենք չկարողացանք թողնել։ Սա մեզ համար միայն աշխատանք չի, այլև մեր տունն է այստեղ։ Այս էլ էլի եկատարածք, ասենց փակում, հա, դե մի փոքր տեղ անունա։ Today, the Cathedral of Shushi was bombed. A few hours later, it was bombed again. It's the urgent call to international community. Look at this, don't be blind. Azerbaijan is bombing the church, our churches, our civilians here in Shushi, in Kazanchesot church. Այ հենց նոր քիչ առաջ ինչպես պատմում են տեղացիները օթանավ է անցել եւ ռմբակոծել Շուշիի Ղազանչեցոտ եկեղեցին մենք հիմա դուրս կգանք եւ իմ օպերատոր Գրիգոր Քարոյանի հետ This wasn't an accident. We have had an attack in Nagorno-Karabakh, a church which was shelled twice on the same day. This is not hearsay. This was witnessed and filmed by the BBC. I doubt this witnessing. I doubt it, because it is well, not... Well, they were there, President Aliyev. So what they were there? It doesn't mean anything. That can be fake news. It sounds like the ceasefire has been broken before it even got a chance to go into effect. Just to be clear, Armenians have no interest in this war. They already have Artsakh. They already control Karabakh. Only Azerbaijan would violate this ceasefire. The conflict over Karabakh dates back to the early days of the Soviet Union, when the boundaries of a new empire were being drawn. It was Joseph Stalin's idea to award the territory of Karabakh to Soviet Azerbaijan, which produced 60% of the oil of the USSR. But Karabakh would remain semi-autonomous, and Armenians actually remained a firm majority there, even though ethnic crimes increased over the next decades. In February 1988, mobs of Azerbaijanis in the seaside town of Sumgait began to attack and kill Armenians in the town. That is when Armenians in Karabakh and in Armenia rose up to protest. And in 1991, as the Soviet Union was collapsing, the people of Karabakh voted to regain independence, just like Armenia and Azerbaijan. Of course, Azerbaijan didn't like that. That is how the First War started. In the early 1990s, Armenians from all over the world came to Artsakh to fight in an intense ground war. Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին ադրբեջանական բանդաները օգտագործելով Շուշիի բարձրագույն դիրքը այստեղից հրետակոծում էին մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Շուշիի ազատագրման հարսանիք լեռներում անունը գրող ռազմական օպերացիան Armenia's liberation of the Christian city of Shushi marked the miraculous victory for the Armenians. It was the moment that won the war. When the ceasefire was brokered in 1994, Armenians were in control of Artsakh and several surrounding regions. The OSCE Minsk group, co-chaired by Russia, France, and the United States, was charged with organizing the peace process, but negotiations failed, and Artsakh was never recognized, and Azerbaijan continued to dream of revenge. Правильно. А вы знаете, кто враги Азербайджана? Кто наши враги? Армяне! Армяне.
Почему они наши враги? Кто мне скажет? The Aliyev regime filled its population with hatred of Armenians. Then, one day, just as the world was distracted by a pandemic, մտածալ չեք տեղափոխվեք միգուցե ավելի ապահով տեղ Հայաստան։ Չի հազարչակ։ Իսկ երեխաներն էլ չեն ուզալ, դաժե մաշինը եկավ պիտի տեղափոխվեին, փոխը քլացնիլա վերում կոզում չենք։ Մնացանք ստեմանավան ման է։ Բախում ես դուք ես հայտ։ Հա։ Ինչան։ Վերթխին։ Ես ան այդմ ստեքին եմ կաչելնի։ a parent always wants to protect her children. But in war, you cannot protect your children. Today, I saw the most heartbreaking scenes. For the first time, children are being sent away from Stepanakert. Families are separating, not knowing if they will ever see each other again. Mom, you said that Mama can't get your telephone. I can't fully understand what Mom is saying on the phone. My cousin has been taken hostage. I stand there, unable to move. Armenia and Azerbaijan have begun to show their prisoners of war on TV. This is a Syrian mercenary who says he was lied to and promised money to join the fight against Artsakh. Nous disposons d'informations aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération, des combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gaziantep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. Fire rained on our forest today. Тактику террористов в Сирии, напомню, применяют вооруженные силы Азербайджана здесь, в Арцахе. They said it's phosphorus. To me, it looks like the fires of hell. The message came out of nowhere. Evacuation. Արդեն չեմ կարծում, որ հաղթելու ենք։ Արդեն ուշ է հաղթելու համար։ Ինձ թվում է միայն պետք է այնպես անել, որ լիովին չպարտվենք։ Մտածում ես քո եղբոր մասին։ Ուզում եմ, որ իր հետ ոչ մի բան չպատահի։ Միայն դա։ Մնացած ամեն ինչը կսարքեք։ Day 44, November 9. I could not believe the news. Büyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşi had fallen. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Azeri forces were surrounding Stepanakert. At our most desperate hour, Russian President Vladimir Putin finally appeared to enforce a ceasefire. Հաստատուղթ են ստորագրել, համաձայն որի 3 օրից դուրս են գալիս։ Ես 3 օրից դուրս չեմ գա։ Ես կմնամ այստեղ։
Azeris vandalized the church at Shushi. They claimed that our churches were not Armenian, but rather Albanian. Just like the Turks after the genocide, they began to erase all evidence of us from the land. Meanwhile, Aliyev was on a victory tour. It was your idea to come. I can tell you again in front of the cameras, I did not invite Minsk Group to come. Many times I heard from you that there is no military solution to the conflict. I was saying there is. We destroyed the myths Armenians were creating for decades about unbeatable Armenian army. We demonstrated that Azerbaijani army is unbeatable. And within 44 days, Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. At a victory parade in Azerbaijan, Turkish President Erdogan joined the celebration. Əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiye Azərbaycan. A century after the genocide, another campaign against the Armenian people came to a successful close. And now, maintenant, je voudrais vous proposer d'accueillir Lika Zakarian, qui est avec nous aujourd'hui. Lika, si tu veux bien me rejoindre. Et nous pouvons l'applaudir en effet. Thank you so much for... Alors merci pour ce film, merci pour votre témoignage. Et j'ai eu l'opportunité de lire votre livre également. Je vous le recommande. C'est le type de livre que vous commencez et que vous ne pourrez pas reposer tant que vous ne l'avez pas terminé. Il nous aide à comprendre ce qui a eu lieu pendant cette guerre de 44 jours. Parce qu'au sein de l'Union européenne, on est à Strasbourg, on est à Bruxelles. Alors bien évidemment, on suit l'actualité, on essaie de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais ce n'est rien comparé à ce que vous avez traversé en personne. Comprendre cette expérience, et bien évidemment, est une chance qui n'a pas de valeur. Et c'est quelque chose qu'on aimerait partager avec vous en toute humilité, à travers ce film, à travers ce livre. À travers ce film, vous nous donnez l'importance un sentiment d'importance de ce dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais vous demander, pour commencer, alors qu'est-ce que ça fait de vous réveiller le matin et de vous rendre compte que votre pays est en guerre, que vous êtes en guerre? Alors bien évidemment, on a conscience qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive aux Ukrainiens, en Ukraine. Mais qu'en est-il de votre expérience personnelle? Est-ce que vous vous y attendez? Est-ce que vous avez été effrayé? Comment vous avez vécu ce moment particulier? Merci Monsieur Bellamy, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à cet événement et pour vos propos bienveillants. Alors, pour commencer, je pense que personne à Artsakh ne s'attendait à se réveiller au bruit des bombes. Mais nous savions, au fond de nous, que quelque chose pouvait arriver, que la guerre pouvait arriver. Nous n'avions pas tout à fait réalisé, mais il semblait quelque part que toute ma vie, j'attendais qu'une guerre commence dans les années 2020. J'ai une petite sœur de 10 ans, ma cadette, elle avait 15 ans. Elle m'a réveillée et elle m'a dit « Ils nous bombardent, ils nous bombardent ». J'étais supposée
la calmer, mais en fait, c'est elle qui essayait de me réconforter. Elle me disait, ne t'en fais pas, c'est des bombes. Voilà, ne t'en fais pas. Personne ne s'y attendait vraiment. Nous avions créé cette sorte d'illusion, si c'est les mots que je peux employer, de cette espèce de monde illusoire, et nous attendions. Voilà tout. Et maintenant, on parle de la guerre de 44 jours, comme si ça s'était arrêté après 44 jours. Mais est-ce que selon vous, la guerre s'est terminée? Qu'en est-il de la situation actuelle? Nous savons qu'à l'heure actuelle, il y a des familles Artsakh qui subissent ce blocus. Est-ce que vous aviez des nouvelles de vos proches dans le Haut-Karabakh? Est-ce qu'ils font l'expérience de ce que vous avez traversé également? En fait, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous n'avez pas la possibilité de rentrer chez vous. Qu'en est-il de la situation actuelle? Alors, lorsque nous parlons de la guerre de 44 jours, ça donne l'impression que la guerre s'est arrêtée après 44 jours. Quelque part, elle s'est arrêtée, mais je n'ai pas l'impression de vivre un cessez-le-feu. Parce qu'après la guerre, chaque jour, il y avait des situations donc, où des personnes mouraient. Il y avait des situations donc, de terreur physique ou mentale. Ce n'était peut-être pas une guerre physique avec des fusils, même si ça arrivait par moments, mais c'était aussi une sorte de terrorisme mental qui était réalisé comme aujourd'hui par l'Azerbaïdjan. Alors le blocus aujourd'hui, ce n'est pas le seul cas où nous sommes choqués par ce qu'ils font. Non, l'an dernier, pendant l'hiver, ils ont encore coupé l'approvisionnement en gaz, donc la population a dû traverser donc l'hiver sans électricité, sans gaz, dans le froid. Dans certains cas de figure, il y avait des personnes qui traversaient les frontières et ils pouvaient tuer une personne qui se trouvait juste à côté d'un gardien de la paix russe. Donc ce sont des choses qui arrivaient. Alors il y a eu un autre blocus de plusieurs heures en septembre, je crois. Il ne laissait pas les gens entrer ni sortir. Et c'était quelque part le pressentiment que quelque chose d'autre allait arriver. Le seul couloir que nous avions. Alors ici, j'aimerais mentionner également que la mission de maintien de la paix qui est réalisée par la Russie n'avait pour objectif uniquement d'assurer le libre passage dans le couloir de la Chine. Et il est plutôt clair que cette mission est un échec. Donc non, j'ai tout sauf l'impression que ce soit terminé. C'est une guerre qui se poursuit. Parce que même ce blocus ne cesse d'empirer. Alors dans le couloir, ce n'est pas comme si les choses étaient tout simplement suspendues. Non, non, ils ont mis une frontière et il faut passer donc avec un passeport. Il n'y a pas d'autre solution. Alors vous avez mentionné le fait que les gardiens de la paix russes étaient présents, que les Russes donc, étaient impliqués dans ces opérations de cessez-le-feu. Et là, à présent, on voit une attitude passive quant aux violations de ces accords. Quel est votre point de vue sur la position, sur les réactions de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, alors que vous êtes au centre de cette situation terrible, est-ce que vous attendiez un certain soutien de la part de l'Union européenne? Est-ce que vous l'avez reçu? Qu'en est-il d'aujourd'hui, de la responsabilité que portent les institutions européennes? Alors je sais que vous connaissez l'Europe
parfaitement. Vous avez vécu en Allemagne pendant 1 an. Et je crois qu'il vous reste encore des amis en Allemagne. Est-ce que ça vous arrive de discuter avec eux de la situation en Arménie, dans la région? Quelle est leur réaction? Alors, la réponse est oui. Alors, en 2020, je m'attendais à ce que l'Union européenne nous vienne en aide. Parce que, quelque part, j'avais plus un état d'esprit occidental que russe. Donc, j'avais vraiment foi dans les valeurs européennes, dans les droits de l'homme, que chaque vie compte. Et c'est un peu ce que essaie de promouvoir l'Occident en règle générale et l'Union européenne. Il y a certaines déclarations qui ont été faites, et je m'excuse d'être directe, mais pendant la guerre, alors que nous étions cachés dans des caves, eh bien ces déclarations ne vous réchauffaient pas le cœur, si je peux être honnête. Donc je m'attendais à quelque chose de plus. Alors dans le livre, il y a cette déclaration, je suis à peu près sûre que vous avez dû la parcourir. Est-ce qu'ils vont prendre décision? Est-ce qu'ils ne vont pas prendre décision? Parce que nous nous attendions vraiment à ce que le monde réagisse. Mais à l'époque, je voulais qu'ils agissent. Mais je ne savais pas exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Je ne pouvais pas dire précisément, voilà, j'aimerais que vous fassiez ça. Et en Ukraine, nous avons pu observer ce que les gens peuvent faire, sont en capacité de faire. Et dans cette situation donc, de blocus, la population à Artsakh, la population se sent seule. Il semblerait que personne ne se soucie d'eux. Après avoir vu ce que le monde peut faire, comment il peut venir en aide aux personnes dans le besoin, alors je ne sais pas comment vraiment le formuler, mais ça m'a fait penser qu'il y avait quand même une politique à géométrie variable. Il y a certaines personnes qui ont dit que nous n'étions pas assez blancs, que nous n'étions pas assez des personnes de couleur, que personne ne voit que nous aussi, nous avons besoin de soutien. Alors bien évidemment, on peut se soutenir les uns les autres, on peut se défendre. Mais l'Arménie était notre allié donc militaire. Mais là, à présent, nous sommes complètement livrés à nous-mêmes dans cet endroit paradisiaque. Il semblerait que l'Occident est le seul endroit vers lequel on peut diriger notre regard, parce que l'Est, quant à lui, ne fait rien. Alors, si je peux me permettre, bien sûr, c'est une autre question, mais je pense que c'est une question importante malgré tout. Nous avons traversé ces moments avec beaucoup d'anxiété pour la population de l'Artsakh, pour les Arméniens, et nous ressentons encore cette anxiété. Mais quel est votre espoir aujourd'hui? Est-ce que vous avez de l'espoir? Vers où se dirige cet espoir? Que peut-on faire? Alors nous ne sommes pas seulement des jeunes, nous sommes toutes sortes de personnes d'horizons différents au sein de l'Union européenne, au sein de ce Parlement. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant? Qu'est-ce qu'on devrait revendiquer au sein de nos institutions qui pourrait vous venir en aide? Alors, pour être honnête, je pense que c'est une question complexe. Lorsque vous vivez dans une situation où vous ne pouvez rien planifier, vous ne pouvez pas planifier votre mariage, vous ne pouvez pas prendre un ticket pour aller à un concert, vous ne pouvez pas même penser à faire un enfant. Et bien, dans ce cas de figure, pour moi, personnellement, là, tout de suite, je suis en sécurité par rapport à la population qui se trouve encore à Artsakh. Mais ça ne change pas mon état d'esprit. Ça signifie pas que je dois faire plus, que je peux faire plus, que je peux me sentir mieux. Je vais vous dire une chose, en Arménie, lorsque vous vous mariez,
eh bien, un an après, vous faites un enfant, un an après. Votre premier enfant naît. Et si vous n'avez pas d'enfant, après un an, eh bien, on vous pose tout un tas de questions. Et moi, ça fait 2 ans que je suis mariée. Vous avez pu le voir dans cette vidéo, que des femmes enceintes ne peuvent même pas entrer dans une voiture à cause de l'ampleur de leur ventre, à quel point les enfants sont terrorisés. Vous ne pas répondre à vos enfants lorsqu'ils vous posent des questions. S'il a froid, vous ne pouvez pas le réchauffer. S'il a faim, vous ne savez pas comment vous allez le nourrir. Si vous êtes un parent, alors si vous êtes tout seul, bien sûr, vous vous dites c'est bon, je vais m'en sortir. Mais si vous êtes responsable de quelqu'un d'autre, c'est bien plus compliqué. Ça ne se résume pas, bien évidemment, à une histoire de bébé, mais c'est tellement compliqué d'organiser sa vie sur ces questions. Le concept même de vie, le concept même des joies de vivre est perdu dans ces cas de figure. Et si tout continue comme c'est le cas à l'heure actuelle, je ne vois pas de solution pour la population d'Artsakh. Si nous voulons en changer, il faut beaucoup travailler. Nous sommes un peu en retard, mais il faut au moins essayer. Alors je sais qu'il y a différentes manières pour faire en sorte que l'Azerbaïdjan se retire des sanctions peut-être. Je pense que l'Europe est mieux placée que moi pour trouver ce type de solution. Mais j'aimerais au moins que l'Europe ait envie d'agir. Plus qu'autre chose. Je pense qu'après, l'Europe est bien placée pour savoir quoi faire. Merci beaucoup, Lika. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, qui partagent ce moment avec nous. Merci d'avoir choisi de passer ces quelques minutes à discuter donc, de ce sujet. Comme je l'ai mentionné, la population d'Artsakh se sent abandonnée à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est important en fait qu'on leur lance un message, montrer qu'en fait on pense à eux, qu'on se soucie d'eux et qu'on discute de ce qui se passe dans cette région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lika. C'était vraiment une intervention très enrichissante. Et j'aimerais à présent donner la parole à certains experts qui sont venus partager leur point de vue avec nous. Bien sûr, mon collègue Andrei Kovachev, Monseigneur Golnisch, Gaït Minassian, Maître Pierre d'Argent, pour échanger ensemble sur cette question et poursuivre notre conversation. Très cher Gaït, je commence par toi, si tu me le permets. C'est une joie de te retrouver ici au Parlement européen après que tu m'aies toi-même accueilli tout récemment dans un événement que tu as organisé sur la question de la situation géopolitique. Tu la connais très bien, tu es journaliste au Monde. Au-delà de ton activité de journaliste, tu as publié plusieurs ouvrages, dont un ouvrage intitulé « Arménien, le temps de la délivrance », mais aussi un autre texte qui s'intitule « Les sentiers de la victoire ». Tu as travaillé sur la question de la guerre, tu connais très bien le Caucase, tu as publié également sur cette région que tu explores depuis longtemps. Et pour nous, c'est une chance de pouvoir compter sur toi ce soir pour nous reparler du contexte de ce conflit, bien sûr des enjeux actuels,
et puis de la manière dont peut-être l'Europe peut se saisir, se sentir concernée. Et peut-être c'est la question que je voudrais te poser pour commencer. Nous avons entendu Lika Zakarian nous dire que le monde occidental avait peut-être été trop silencieux, avait été trop silencieux. Nous avons été nombreux à le regretter ici. Qu'est-ce qui engage pourtant l'Europe dans ce qui se joue aujourd'hui dans le Haut-Karabakh? Qu'est-ce qui fait que, depuis Bruxelles, nous pouvons dire que nous sommes réellement concernés? Merci François-Xavier, merci pour cette invitation. Il s'avère que je rentre de Yerevan, j'ai été ce matin encore à l'aéroport de Zvartnots, donc je reviens comme du pain chaud, avec des dernières nouvelles, si on peut dire, mais de là-bas. Écoutez, l'enjeu et l'impact de l'Europe, tout simplement que la Transcaucasie ou le Caucase du Sud, c'est l'Europe caucasienne. D'ailleurs, il faudrait peut-être un peu l'appeler comme ça maintenant d'un point de vue sémantique, mais c'est l'Europe caucasienne. On parle de l'Europe orientale, centrale, il y a aussi une Europe orientale, mais caucasienne. Et donc je pense que, premièrement, l'Europe a cette implication. Deuxièmement, c'est aussi l'Europe parce que ces pays, les 3 pays du Caucase du Sud, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, sont membres du Conseil de l'Europe. Ensuite, c'est aussi l'Europe parce que ces 3 pays, même si on voit bien que cet instrument a pris un coup sur la tête depuis quelque temps, mais ils sont membres du partenariat oriental, donc on voit très bien que ça ne sert plus à grand-chose aujourd'hui, malheureusement, et que c'est remplacé par la communauté politique européenne. Où récemment, on a vu le Premier ministre arménien, entre autres, puisqu'on parle du Caucase du Sud, présent là-bas à Chisinau. Ensuite, c'est l'Europe, parce que, encore une fois, l'Europe, à travers ses différentes institutions, à travers aussi ces institutions de sécurité, que ce soit l'OSCE, que ce soit l'OTAN, ces 3 pays sont membres de l'OSCE, ces 3 pays ont des relations avec l'OTAN, donc c'est aussi l'Europe. Donc je pense que même si c'est aux confins, ça reste quand même une zone tampon, une zone charnière qui rentre même dans la transition écologique. Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport avec le sujet, etc. Mais c'est fondamental. Regardez une carte. C'est par le Caucase que les raccourcis se font. Quand vous passez de la mer Noire au Caucase, vous arrivez en Iran, au Proche-Orient, et dans un sens latéral, vous passez de l'Europe à l'Asie. Et alors, quand vous voyez des marchandises éviter le Gibraltar, éviter le canal de Suez et éviter tout le continent africain, eh bien, ils passent par le Caucase. Et c'est ça l'enjeu. Transition écologique, parce qu'on gagne du jour, on gagne du temps, on gagne de l'argent, mais il faut faire en sorte que ce Caucase du Sud soit non pas une impasse comme l'ont voulu pendant longtemps les Soviétiques, ou même les Russes, mais un carrefour. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les Occidentaux voudraient en faire un vrai carrefour, ouvert sur le monde. Les Russes voudraient en faire un carrefour, mais uniquement consacré aux 3 puissances. C'est là où j'en reviens aussi, post-impérial ou néo-impérial, mettez le mot que vous voulez, c'est qualificatif que vous voulez, c'est comme ça. Donc Russie, Turquie, Iran, avec un format qu'ils appellent 3+3, c'est-à-dire les 3 puissances impériales, les 3 pays du Caucase du Sud, pour en faire un cercle fermé où tout ce qui se passe ici ne concerne que les 6 puissances et personne d'autre. D'où la guerre du Karabakh, qu'il fallait désoccidentaliser à travers le groupe de Minsk. C'était ça. Pourquoi je vais y revenir, mais j'hésite parce que ce n'était pas une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'était une guerre entre le Karabakh et une coalition, les amis. Vous aviez, et ça c'est pas moi qui le dis uniquement, ce sont des experts militaires français qui le disent et d'autres, la Turquie avait crampé l'armée azerbaïdjanaise. Un contingent du Pakistan, 2500 à 3000 djihadistes, on l'a vu dans l'extrait à l'instant, c'était une coalition. Alors d'un coup, on voit que c'est plus un conflit interétatique, ça devient une coalition contre une province qui essaye de vivre. Et là aussi, on a eu un problème. C'est qu'on a cru que cette province, c'était la Crimée. On a cru que la province, c'était, sous prétexte que c'était une ancienne terre russe, on a cru que, enfin, terre russe, vous m'avez compris, soviétique, on a cru que, bon, voilà, l'Arménie fait partie de la mauvaise alliance. C'est comme ça qu'on pense en Europe. Mais en fait, Milosevic, c'est Aliyev. Les amis, Milosevic, c'est Aliyev. C'est tout. Et à partir du moment où on a ça en tête,
On comprend mieux l'autoritarisme d'Aliyev. On comprend mieux sa politique aux accents racistes, fascistes et terroristes. Vous l'avez vu dans le film. J'ai moi-même un ouvrage de manuel scolaire de l'éducation nationale de l'Azerbaïdjan, 19e, 20e siècle, histoire contemporaine, que j'ai eu grâce à des amis en Azerbaïdjan, pas des Azerbaïdjanais, malheureusement, je ne peux pas y aller. Là aussi, ça pose un problème, je suis français. Pourquoi je ne peux pas y aller? Mais bon, peu importe. Eh bien, dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on a? On a l'élément arménien qui est présenté comme un microbe. Un microbe, les amis. L'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe. Ça choque personne? Donc, moi, je participe volontiers à ce type d'initiative parce que je ne veux pas participer à la chorale de la victimisation. Je déteste la victimisation. Mais mon ami François-Xavier m'a gentiment demandé de venir et je viens. Mais là, ce n'est pas le journaliste qui parle, ce n'est pas l'expert qui parle. C'est l'Européen qui vous parle. Le simple citoyen européen. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est valable pour le Karabakh aujourd'hui, ça peut être valable pour je ne sais quel peuple aux portes de l'Europe demain. Qu'est-ce qu'on fait? On est pris d'impuissance. Ah non, il y a l'Ukraine. Alors ça, c'est très bien ce qu'on fait en Ukraine. J'applaudis des deux mains. Parce que c'est scandaleux ce qu'a fait Poutine. Mais Poutine, il l'a fait en 2020 avec la Turquie, avec l'Azerbaïdjan. Et comme on n'a rien dit en 2020, il s'est dit, bah, l'Occident est resté silencieux. Je vais gagner la guerre en 8 jours contre Kiev, c'est fini. Et puis l'Occident, on aura juste le temps de dire, je dénonce, je condamne, et puis c'est tout. Souvenez-vous ce qu'avait dit Biden. Ils étaient prêts à extraire Zelensky de Kiev et que le président ukrainien a eu cette formidable réponse, je n'ai pas besoin de taxer, j'ai besoin de munitions. Eh bien, le Karabakh a besoin, non pas de soldats étrangers sur place ou européens, il a juste besoin d'un soutien physique. Donc, si on commence à prendre le problème dans ce sens-là, on voit mieux les choses. Alors certes, les dirigeants arméniens ont aussi leur part de responsabilité, on le sait tous. Et quand vous faites face à une coalition, ça pose un sérieux problème. Donc moi, voilà, c'est l'Européen que je suis qui vous parle, qui vote tous les traités européens, je vous le dis, mais ça me dégoûte. En tant qu'Européen, je me sens de plus en plus, pas largué, parce que je ne pourrais pas me permettre, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vois bien, et en plus je vais vous dire, je le vois bien parce que je le suis quotidiennement, s'il n'y a pas la France, il n'y a pas de mission de l'Union européenne. L'Europe est pro-azerbaïdjanaise. Je le dis ici dans le temple de la négociation. L'Europe est pro-azerbaïdjanaise, est pro-Milosevic, est pro-Aliyev. Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Vous allez me dire, mais de quoi il parle? Mais c'est ça, les amis. Donc, je suis... s'il n'y a pas la France, il n'y a pas de la mission, il n'y a pas les propos du président Macron qui est le premier à avoir dit, et je dis ça sans aucune, comment dirais-je, connivence ou appartenance politique, etc., à qui que ce soit. Mais c'est le premier à avoir dit ce que vous avez vu là dans cette vidéo. Personne d'autre n'a bougé en Europe. Ensuite, c'est la France qui, lors d'une réunion à Prague, à laquelle, c'est quand même fou, le Premier ministre tchèque n'y était pas, alors que c'était la République tchèque qui était présidente à ce moment-là de l'Union européenne. On est à Prague. Et c'est le président Macron qui s'est imposé, il a eu raison de le faire à cette réunion pour lancer l'idée de la mission, la première mission. Et s'il n'y a pas cette première mission, il n'y a pas cette deuxième mission qui est partie pour 2 ans. Rendez-vous compte, on parle d'une centaine d'observateurs européens, là, qui devraient voilà, se stationner sur le long de la frontière. Et qui ont un effet persuasif, dissuasif, assez important. Voilà, donc l'Arménie aujourd'hui, c'est une image, c'est quelqu'un qui est sonné, qui va se relever parce que l'Arménien est un bâtisseur de cathédrales, d'églises, de monastères, de tout, mais c'est un bâtisseur, mais qui est sur un tapis roulant, qui est en suspens. Et donc ça pose un véritable problème d'incertitude, de confusion, de brouillard. Voilà ce que, si je peux me permettre de dire en termes introductifs, et j'espère pouvoir revenir vers vous au fil du débat. Merci beaucoup, Gaët. Tu
parlais de cette situation de passivité, passivité devant le comportement de l'Azerbaïdjan, qui est en fait une passivité devant des violations très graves du droit international, et que nous avons tous vécu avec beaucoup d'incompréhension ici, notamment au Parlement européen. Et je me tourne vers vous, Maître Pierre Dargent. Vous êtes un spécialiste de droit international, professeur ordinaire à l'Université de Louvain, professeur invité à l'Université de Leyde. Vous êtes ancien premier secrétaire de la Cour internationale de justice. Et c'est avec ce regard que peut-être vous pourrez nous parler de cette décision toute récente de la Cour internationale de justice qui a établi de façon très claire la situation du droit international dans ce conflit. Sur le sujet du blocage du Haut-Karabakh, vous avez aussi beaucoup travaillé sur le droit de la guerre, sur la responsabilité des États dans des conflits. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation actuelle ? Merci, monsieur le député. Je vous remercie vraiment pour votre invitation et je suis très honoré, mesdames, messieurs, d'être parmi vous ce soir. Je vais vous apporter un regard d'expert, vous l'avez dit, de droit international public. Je suis avocat à mes heures perdues et professeur avant toute chose. Et j'ai l'honneur d'être un des conseils du gouvernement de l'Arménie devant la Cour internationale de justice. Alors, très brièvement, pour que le public me comprenne bien, c'est quoi la Cour internationale de justice? C'est l'organe judiciaire principal des Nations unies. C'est une juridiction qui existe depuis 1945, qui est l'héritière d'une cour qui existait précédemment au temps de la Société des Nations et qui a une compétence contentieuse limitée au contentieux entre États. Les individus n'ont pas accès à la Cour internationale de justice. Il ne faut donc pas confondre la Cour internationale de justice avec la Cour pénale internationale, qui siège également à La Haye, mais qui est une autre institution bien plus récente. Et cette Cour internationale de justice connaît de différents entre États pourvu que les États aient consenti à sa compétence. C'est tout le problème. Alors dans cette affaire ici, la base de compétence qui a été utilisée pour amener une affaire contre l'Azerbaïdjan, c'est la Convention internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui est le premier traité des Nations unies conclu en matière de droits de l'homme en 1965, avant même les deux pactes de 1966. C'est un traité qui contient des obligations substantielles de lutte contre la discrimination raciale, mais également une clause compromissoire, c'est-à-dire une clause qui attribue juridiction à la Cour internationale de justice en cas de différend entre des États parties au sujet de l'objet de la Convention. Et le 16 septembre 2021, l'Arménie a porté devant la Cour internationale de justice une telle requête introductive d'instance qui porte sur une période de temps très longue, à peu près une trentaine d'années, et qui fait reproche à l'Azerbaïdjan d'avoir violé la Convention à de multiples égards pendant cette longue période de temps. Je vais revenir sur la procédure. Très rapidement après, une semaine plus tard, l'Azerbaïdjan, dont on connaît dans ces lieux mêmes ce soir l'habitude qui consiste à pratiquer le whataboutisme, hein, on m'accuse, what about you? L'Azerbaïdjan qui fait miroir systématiquement des accusations qui sont portées contre lui, a introduit une procédure Azerbaïdjan contre Arménie sur la base de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale, une semaine plus tard, le 23 septembre 2021. J'y reviendrai, mais c'est important car ça signifie quand même quelque chose quand on s'interroge sur l'effectivité et l'intérêt de ces procédures juridictionnelles. Ça signifie déjà d'emblée, vous le voyez, que l'Azerbaïdjan souhaite neutraliser la procédure en amenant des accusations comparables devant la Cour internationale de justice. Il y a évidemment derrière tout ça des objectifs à long terme. Alors nous avons obtenu, vous l'avez dit, nous avons introduit l'affaire le 16 septembre avec également une demande de mesures conservatoires, c'est-à-dire un référé, si vous voulez, devant la Cour, pour demander des mesures de protection. Et on a plaidé en octobre 2021, on a obtenu le 7 décembre 2021 des mesures de protection, des mesures conservatoires qui visaient à protéger, qui ordonnaient à l'Azerbaïdjan de protéger les personnes qui avaient été détenues en relation avec le conflit de 2020. Je reviendrai sur ces mots. Nous avons également obtenu de la Cour une ordonnance
qui oblige l'Azerbaïdjan à limiter son discours haineux, pour dire les choses brièvement, la Cour faisant référence au discours officiel des autorités azerbaïdjanaises à cet égard. Et nous avons également obtenu de la Cour une ordonnance visant à protéger le patrimoine culturel arménien du Nagorno-Karabakh dans ce que l'Azerbaïdjan appelle les territoires libérés, l'Azerbaïdjan ayant l'obligation de punir et d'empêcher la dégradation et la profanation du patrimoine culturel arménien, les églises, les khachkars, les cimetières. Vous avez vu dans le film qu'il y a une politique très claire de l'État azerbaïdjanais pour nier l'existence de la présence arménienne séculaire dans le Nagorno-Karabakh, et ça se traduit par une négation, soit la destruction, soit la négation du caractère arménien de ce patrimoine. L'ordonnance de décembre 2021 est une ordonnance juridiquement obligatoire. La Cour internationale de justice impose ainsi, à titre intérimaire, en attendant de se prononcer sur le fond, de nouvelles obligations juridiques en droit international dont on peut demander, dont on peut exiger le respect. Nous avons dû retourner devant la Cour internationale de justice parce qu'en septembre 2022, vous vous souviendrez que de nouveaux heurts sont intervenus entre les parties, que l'Azerbaïdjan a envahi le territoire de l'Arménie. Il y a notamment cette horrible exécution de prisonniers de guerre qui a circulé sur les réseaux sociaux en toute impunité. Et nous avons été demandés à la Cour la protection des nouveaux prisonniers qui avaient été faits en indiquant qu'il y avait une modification de circonstances. Alors, la Cour, d'une manière très heureuse pour l'Arménie, a refusé de faire droit à la demande de l'Arménie, mais en réalité, c'est une vraie victoire, car la Cour a dit que son ordonnance précédente couvrait déjà ces faits, quand bien même cette ordonnance visait les personnes faites prisonnières en relation avec le conflit de 2020, et la Cour a donc consacré ce dont on vient de parler. Le conflit continue, mesdames, messieurs. Et pour la Cour internationale de justice, le conflit, les personnes faites prisonnières en relation avec le conflit de 2020, ça concerne également les Arméniens qui seraient faits prisonniers, qui ont été faits prisonniers en septembre 2022, ou bien qui continueraient d'être faits prisonniers. Et puis, l'Azerbaïdjan, vous le savez, a organisé ses éco-protests sur la route de la Chine. Nous avons saisi la Cour internationale de justice à nouveau d'une demande de mesures conservatoires le 28 décembre 2022. La Cour a ordonné des mesures conservatoires le 22 février 2023. La Cour a rejeté à l'unanimité, y compris le juge ad hoc désigné par l'Azerbaïdjan, a voté contre la demande miroir introduite par l'Azerbaïdjan à l'époque, qui était fondée sur des prétendus usages de mines terrestres par l'Arménie dans les territoires. Dans l'ordonnance de février 2023, la Cour a ordonné à l'Azerbaïdjan d'utiliser toutes les mesures dont l'Azerbaïdjan dispose afin d'assurer la circulation sans entrave des personnes, véhicules et marchandises le long du corridor de la Chine dans les deux sens. Et puis, l'Azerbaïdjan n'a rien fait. L'Azerbaïdjan n'a pas bougé le petit pouce, le petit doigt pour retirer son soutien à ces manifestants soi-disant écologistes et a installé un checkpoint sur la frontière juste au début de la route de la Chine le 23 avril 2023, et nous sommes retournés devant la Cour internationale de justice. Les parties ont écrit à la Cour, des arguments ont été échangés par écrit et nous avons demandé une modification de l'ordonnance. Nous attendons la décision de la Cour internationale de justice à cet égard. Alors voilà pour, si vous voulez, où nous en sommes. L'Arménie a soumis son mémoire dans son affaire. C'est un gros document de 750 pages avec de nombreuses annexes. L'Azerbaïdjan a fait la même chose dans sa propre affaire. Chacune des parties a soulevé ce qu'on appelle des exceptions préliminaires d'incompétence de la Cour que nous sommes en train auxquelles nous sommes en train de répondre pour le mois d'août dans l'affaire Azerbaïdjan-Arménie. Qu'est-ce que ça signifie, ces procédures? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose? Est-ce que ça fait une différence concrète sur le terrain? Vous m'avez entendu dire que l'Azerbaïdjan n'a pas bougé le petit doigt. Alors je ne sais pas si je continue sur ma lancée, mais peut-être qu'on pourra y revenir. Parce que c'est effectivement la question importante. Je pense qu'en vous entendant,
nous nous posons tous la question. Si l'Azerbaïdjan viole depuis le début le droit international de manière très claire, qu'est-ce qui fait que de telles décisions pourraient avoir une influence sur l'action de cet État? Alors, le simple fait de porter l'affaire devant la Cour a rétabli une forme d'égalité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je vous donne un exemple. Avant de saisir la Cour internationale de justice, il faut prouver qu'on a essayé de régler le différend par des négociations. C'est une condition de compétence de la Cour selon la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale. Si vous n'essayez pas de négocier, vous ne pouvez pas saisir la Cour n'est pas compétente. Pendant 10 mois, l'Arménie a essayé de négocier avec l'Azerbaïdjan. C'est un jeu de chat et de la souris, bien entendu. Et nous avons demandé à l'Azerbaïdjan, prouvez-nous votre bonne foi, retirez les mannequins du Military Trophies Park. Vous savez, ce parc qui a été ouvert à Bakou dans la foulée de la guerre de 2020, où sont exposés sur 6 hectares des chars arméniens, des camions arméniens, tout du matériel militaire. Pour entrer dans ce Military Trophies Park, c'est d'un parfait bon goût, il faut passer à travers un rideau qui est constitué de casques de soldats arméniens d'Artsakh tués au combat, qui sont reliés entre eux par une chaîne, et vous voyez encore les fragments de balles et d'obus qui ont tué ces jeunes hommes. Eh bien, pour entrer dans le parc, il fallait passer à travers ce rideau de casques installé par le régime de Bakou. Dans le parc, il y avait également des mannequins, et on a la preuve que ces mannequins ont été spécifiquement commandés par le régime azerbaïdjanais. Les artistes qui ont réalisé ces mannequins ont fait des déclarations à la presse en disant « on nous a demandé de les rendre laids, de les montrer comme étant effrayés ». Et si vous vous souvenez de la propagande nazie des années 30, vous voyez un petit peu la même chose que ce que les nazis utilisaient pour figurer les Juifs. Nous avons demandé pendant les mois de négociation à l'Azerbaïdjan, retirez vos mannequins, retirez les casques. Ils ont dit, nous sommes souverains, vous avez perdu la guerre. Vous avez entendu le président Aliyev. Nous amenons l'affaire devant la Cour. La veille des audiences, l'Azerbaïdjan écrit à la Cour, et dans nos demandes, bien entendu, il y avait une demande demandant à la Cour d'ordonner à l'Azerbaïdjan de retirer les casques et les mannequins. L'Azerbaïdjan, voulant éviter, si vous voulez, une condamnation très symbolique, et sachant, les conseils de l'Azerbaïdjan ne sont pas idiots, ont dû conseiller à leurs clients, retirez vos mannequins, retirez vos casques, sinon vous allez être condamnés, et ce sera assez infamant par la Cour internationale de justice d'être condamné sur ce point-là, qui est purement raciste et délibéré. L'Azerbaïdjan a retiré ses casques et ses mannequins la veille de l'audience, ce qui montre quand même qu'il y a un effet de la présence de la Cour internationale de justice. De même, la Cour est saisie de cette affaire et les ordonnances sont obligatoires, elles ne sont peut-être pas respectées, mais elles sont un motif pour les chancelleries de se plaindre du comportement de l'Azerbaïdjan. Et si vous regardez les communiqués de presse, y compris du Quai d'Orsay et d'autres, référence est faite aux ordonnances obligatoires de la Cour internationale de justice. La Cour notifie au Conseil de sécurité les ordonnances qu'elle prononce. Et par ailleurs, l'Arménie pourra demander sur le fond la réparation des dommages qui auraient été causés en violation de cette ordonnance. Aussi longtemps que l'affaire est pendante devant la Cour, c'est-à-dire, mesdames, messieurs, au-delà de 2025, qui est la date d'échéance de l'accord de cessez-le-feu et de la présence des forces de maintien de la paix russe sur le terrain, au-delà de 2025, il faut bien se rendre compte qu'il n'y aura plus de forces de maintien de la paix russe sur le terrain. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait d'eux, ces soldats russes. Ils sont certainement très heureux d'être à Latchine plutôt que dans le Donbass. Ils ne reçoivent pas beaucoup de munitions, bien entendu. Mais au-delà de 2025, la Cour sera encore saisie. Et la surveillance internationale du corridor de Latchine, et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan fait tout pour éviter que la Cour internationale de justice ne puisse continuer à être saisie de cette affaire, au-delà de 2025, la Cour restera saisie, très probablement, avant que l'affaire soit tranchée sur le fond. Et on a là un organe de surveillance des Nations Unies pour faire en sorte que ce qui se passe là-bas ne se passe pas complètement
derrière un rideau que l'Azerbaïdjan voudrait le plus épais possible. Merci beaucoup, Maître. On voit bien évidemment l'importance du droit dans ce conflit, mais nous savons aussi l'importance de la politique et les deux sont bien sûr liés. And now I want to turn to my dear... Je voudrais donc me tourner vers mon cher ami Andrei Kovatchev. Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes un collègue au sein de notre groupe du PPE. Vous êtes le rapporteur permanent sur l'Arménie au sein du Parlement européen. Vous avez assumé cette mission depuis le début de ce mandat. Alors bien entendu, nous avons vécu ces périodes et ces moments ensemble. Vous avez publié un rapport sur l'Arménie qui a été voté avec un soutien complet de notre Chambre. Et nous avons vu les dernières discussions au sujet des amendements proposés sur ce rapport, sur l'Azerbaïdjan. Et on essayait de demander au Conseil des sanctions à la lumière de l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Mais comment voyez-vous la situation politique aujourd'hui au sein du Parlement européen, au sein de nos institutions? Quel est votre point de vue sur la situation? Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Bienvenue à toutes et à tous au Parlement européen. Je voudrais vous remercier également de vos interventions et je voudrais vous remercier pour ce documentaire qui retrace bien l'histoire et l'historique de ce conflit. C'est mon 3e mandat au sein du Parlement européen. J'y suis depuis 2009 et c'est vrai que tout cela est extrêmement décevant parce qu'au sein de ce Parlement européen, nous répétons à maintes reprises quels sont nos principes fondamentaux, le groupe de Minsk, les 3 principes fondamentaux qui ne devraient jamais être violés, l'intégrité territoriale, l'autodétermination des peuples et le non-recours à la force. Et en fait, 2 de ces grands principes ont été largement violés, notamment le recours à la force en 2020 de la part de l'Azerbaïdjan et la clause de l'autodétermination qui avait pourtant fait l'objet d'un accord depuis de nombreuses années et qu'il ne souhaite pas respecter. Et c'est la raison pour laquelle je ressens vraiment cette grande déception, désillusion et je vois que la population du Haut-Karabakh se sent isolée, seule, parce que la communauté internationale, depuis plus de 20 ans, n'a pas été en mesure de trouver des solutions à la lumière de ces 3 grands principes. Alors aujourd'hui, que faisons-nous au sein du Parlement européen? Je voudrais peut-être vous dire quelques mots au sujet de ce que nous avons pu réaliser au cours de ces dernières années. Nous avons publié 8 déclarations en lien avec le conflit entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, via moi, via le président de la délégation pour le Caucase du Sud, mais aussi par le rapporteur de l'Azerbaïdjan, Mme Razorko, plusieurs déclarations ont été faites. Nous avons également organisé des sessions de discussion sur tout ce qui concerne le Haut-Karabakh et l'Arménie. Le Parlement européen a adopté une résolution urgente sur la situation des prisonniers arméniens en mai 2021, une résolution sur le blocus du corridor de Latchin en janvier 2023 et enfin, comme cela a été mentionné par M. Minassian, nous avons également un rapport sur les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan adopté au mois de mars de cette année. Ces 2 rapports parlent de la situation de la population du Haut-Karabakh. Ce sont des rapports qui sont extrêmement clairs et qui font entendre une voix hautement critique vis-à-vis des actions de l'Azerbaïdjan. Il y a des demandes, bien entendu, qui visent à réduire et même à éliminer tout le vocabulaire, le discours de haine pour ensuite adopter des mesures de renforcement de la confiance et qui appellent à un engagement dans un réel processus de paix. Je pense que les éléments sont extrêmement clairs. Nous les avons répétés
à de nombreuses reprises. Nous voulons une délimitation des frontières. Nous avons besoin d'un traité de paix. Nous voulons également des garanties internationales pour la population arménienne au Haut-Karabakh pour assurer leur vie au quotidien, pour qu'elles puissent exercer leur vie religieuse, leur éducation en arménien, pour assurer leur sécurité sociale et financière. Et évidemment, nous souhaitons que le blocus soit levé immédiatement sur le corridor de Latchine. C'est une demande que nous avons introduite à maintes reprises. Et parfois, nous entendons des arguments assez étranges, bizarres du côté de l'Azerbaïdjan. Et nous lançons constamment des appels à ce sujet au sein du Parlement européen et François-Xavier pourra le confirmer. Vous pouvez être assuré qu'une grande majorité des députés au sein du Parlement européen soutiennent des solutions durables à long terme qui reconnaissent encore une fois la garantie internationale fiable pour assurer l'avenir de la vie des Arméniens au Haut-Karabakh, l'éducation, la vie religieuse, etc. Et je peux vous garantir que nos collègues vont continuer à lancer ces appels auprès de la Commission européenne, au Conseil, aux hauts représentants, afin que nous faisions tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la médiation et permettre des solutions à long terme, des solutions pacifiques qui seront bénéfiques pour les Arméniens en Arménie, les Arméniens dans le Haut-Karabakh, mais aussi pour les Azéris qui ne sont certainement pas satisfaits à l'idée de vivre dans des sociétés où l'on entend des messages de haine. C'est un environnement risqué, dangereux, et je suis certain... ah oui, et bien entendu, nous demandons également à la Turquie de normaliser ses relations avec l'Arménie, avec tout d'abord une ouverture des frontières pour les ressortissants de pays tiers, afin de renforcer également les vols, les contacts personnels. Et à la fin de ce processus électoral pour la présidence de la Turquie, nous avons entendu des signaux selon lesquels la Turquie aimerait restaurer et réparer les relations avec l'Union européenne. Et c'est certainement un élément sur lequel nous pourrions exercer une certaine influence pour pouvoir appuyer et demander cette normalisation des relations. Alors, il y a la médiation de Charles Michel au mois de juillet. On s'attend à un nouveau cycle entre le Premier ministre Pachinian et le président Aliyev. Et nous espérons que notre médiation sera meilleure que celle de Poutine et du Kremlin. Nous savons que le régime de Kremlin essaye de garder un pied sur le terrain, simplement pour garder un pied sur ce terrain géopolitique et pour garder une certaine forme de contrôle sur ce carrefour très important, comme on l'a dit tout à l'heure, ce carrefour entre l'Orient et l'Occident. En tout cas, je voudrais encore vous remercier chaleureusement de cette invitation et je souhaite le meilleur pour les Arméniens qui vivent dans le Haut-Karabakh, les Arméniens, toutes les personnes qui vivent dans le Caucase, pour qu'ils puissent toutes et tous vivre en paix et dans la prospérité. Merci beaucoup, André. Je pense que c'est un signal très clair. Grâce à vous et grâce à votre enthousiasme et votre motivation, vous avez pu travailler au sein des institutions. C'est vrai que parfois on a l'impression que les institutions européennes sont trop silencieuses, mais cela ne signifie pas que nous ne faisons pas des tentatives. J'ai beaucoup de collègues et d'amis dans différents groupes politiques qui essayent de faire entendre nos inquiétudes sur ce dossier et nous allons bien entendu continuer en ce sens. Vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient. C'est avec l'œuvre d'Orient aussi que cet événement a été préparé. Je voudrais d'ailleurs remercier toute l'équipe de l'œuvre d'Orient qui est ici avec nous aujourd'hui. Vous remercier aussi, Monseigneur, parce que à travers le travail que vous faites pour les chrétiens d'Orient, vous avez toujours alerté sur la situation
que traversaient les Arméniens, en particulier les Arméniens du Haut-Karabakh. Et pendant cette guerre des 44 jours, vous avez lancé à de nombreuses reprises des alertes importantes qui, je crois, ont contribué à ce que la position de la France, et on l'a dit, la position du président de la République sur ce sujet a été claire et forte pendant ce conflit. On le doit en particulier à votre travail pour éveiller les consciences. Quel regard portez-vous sur la situation présente et sur le défi devant lequel se trouve aujourd'hui le Haut-Karabakh? Quel regard portez-vous aussi sur notre propre travail à nous pour pouvoir le soutenir? À mon tour, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis cette rencontre, en particulier vous, monsieur le député François-Xavier Bellamy. Vous remercier d'avoir organisé aussi cette rencontre, mais aussi pour votre engagement fidèle pour la cause des chrétiens d'Orient en général et pour la cause arménienne. J'aimerais aussi rendre hommage au peuple arménien, et qui m'impressionne beaucoup, en particulier sa diaspora, celle que je rencontre plus souvent, qui a en même temps su parfaitement s'intégrer dans nos pays de l'Union européenne et en même temps garder sa particularité, sa personnalité, sa culture, son identité. Eh bien, je trouve que de réussir cela mérite tout à fait une gratitude, et aussi c'est exemplaire pour moi de problématiques avec, je crois, d'autres peuples en diaspora. Ce peuple a une histoire. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'évoquer cette histoire. C'est dommage, sa richesse. Mais je voudrais tout de même, sans tomber dans le misérabilisme, rappeler que l'histoire récente de ce peuple est l'histoire de massacres puis d'un génocide. Nous ne parlons pas de n'importe quel peuple, nous ne parlons pas de n'importe quelle histoire. Nous parlons de survivants d'un génocide, encore une fois précédé des massacres que nous savons. Et évidemment, ceci nous touche profondément. Et nous pensions que d'avoir subi de tels massacres et un tel génocide méritait le droit de vivre respecté et en paix. Que dirions-nous si d'autres peuples génocidés, on en connaît, seraient de nouveau attaqués dans le même esprit? Alors, c'est dans cet esprit de respect que nous envisageons les choses. Ce n'est pas, à l'heure d'Orient, notre habitude de tenir une croisade des chrétiens contre les musulmans. Encore faut-il que nous ne soyons pas entraînés malgré tout, et que nos interlocuteurs ne veulent pas une croisade contre les chrétiens. C'est vrai qu'au-delà d'un conflit entre Arméniens et Azerbaïdjan, il y a bien, d'une certaine manière, un conflit entre l'humanisme et la barbarie. Et donc, notre soutien n'est pas tant un soutien confessionnel, pour nous, œuvre catholique, bien qu'évidemment cela nous touche, c'est aussi une solidarité fondée sur des valeurs humanistes par rapport aux gens qui les nient. Force est de constater qu'il faut évoquer l'attitude du monde turc. Lors de mon dernier voyage en Artsakh, le dernier checkpoint avant d'entrer en Artsakh, il y avait donc des soldats russes qui nous contrôlaient. Et à quelques mètres derrière les soldats russes, il y avait des soldats d'Azerbaïdjan. D'accord. Mais quelques mètres derrière les soldats d'Azerbaïdjan, il y avait des soldats turcs. Que faisaient-ils là? Force est pour nous de constater que ce monde turc aujourd'hui nous apparaît comme inquiétant. Nous parlons d'Arménie, mais nous pourrions parler de Chypre occupé, dont je rappelle qu'on veut nous dire que c'est 3 États en une seule nation. Nous pourrions évoquer la manière dont on impose le culte musulman, que par ailleurs nous respectons dans des églises comme Sainte-Sophie, Saint-Sauveur-Incora, alors qu'Istanbul ne manque pas de mosquées, de très belles mosquées, que nous retrouvons l'armée turque en Syrie et que nous retrouvons l'armée turque en Irak, ce dont personne ne parle. Nous avons le droit d'avoir quelques inquiétudes. Pour nous, dans ce combat de l'humanisme, l'Arménie et Artsakh sont liés. Nous considérons que ce ne serait pas en abandonnant Artsakh à son triste sort qu'on sauverait l'Arménie, bien au contraire.
Si on veut sauver la République d'Arménie, nous devons également sauver l'identité arménienne d'Artsakh. Tout cela est lié. Voilà. Notre constat est simple. Le droit des habitants d'Artsakh à être arméniens. Voilà, c'est un simple constat que tout le monde peut faire quand on avait la possibilité d'y aller, en écoutant la population. Bon, c'est maintenant plus difficile, ce n'est pas notre faute. Les habitants d'Artsakh ont le droit d'être arméniens. C'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que pour qu'ils restent arméniens, il faut qu'ils aient une possibilité d'autodétermination. L'idée que cette province puisse retrouver son identité arménienne dans l'ensemble de la République d'Azerbaïdjan me semble une idée obsolète. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme il a été dit avant moi, il y a des paroles et des attitudes de l'autorité de l'Azerbaïdjan. On ne peut pas traiter les Arméniens d'insectes nuisibles et éditer un timbre ou un soldat d'Azerbaïdjan en train de désinsectiser ces insectes que sont les Arméniens, et après ça réclamer que les Arméniens vivent paisiblement en Azerbaïdjan. Il y a des gestes, il y a des paroles qui engagent. Par son comportement, l'Azerbaïdjan a montré qu'il était impossible, j'en suis convaincu, que les Arméniens vivent paisiblement au sein de l'Azerbaïdjan. Mon propos n'est pas de droit international, mon propos est simplement d'un constat. Constat également fondé par ce qui s'est passé et qu'on ne peut pas oublier. Au Nakhitchevan, on parle de 89 églises détruites, on parle de la destruction des Kacham, du cimetière de Djougfa. Il y a là quelque chose qui nous montre que l'idée qu'aujourd'hui le Haut-Karabakh, l'Artsakh serait en Azerbaïdjan ne peut pas fonctionner. Car nous nous trouvons devant une volonté génocidaire qui se renouvelle ou qui se perpétue. Nous sommes inquiets de l'inactivité, le côté inefficace du groupe de Minsk qui, pour le moins qu'on puisse dire, n'a pas réussi aujourd'hui à de véritables médiations. Il me semble que l'Union européenne ne peut pas susciter l'espérance des peuples, car elle suscite l'espérance des peuples. Elle ne peut pas souhaiter partager ses valeurs comme elle le souhaite, et en même temps provoquer le désespoir, car nous n'interviendrions pas lorsque ces valeurs et ces peuples sont en cause. Par conséquent, nous avons bien une responsabilité. Est-ce que nous pouvons envoyer des troupes pour aider le Haut-Karabakh, Artsakh? C'est peut-être difficile, mais après tout, les Nations Unies ont envoyé des casques bleus dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de régions, quand il y avait des risques de massacre, quand il y avait des risques de génocide. Pourquoi les Nations Unies ne pourraient pas le faire vis-à-vis du Karabakh? Voilà en quelques minutes, 7 minutes 33, ce que je voulais partager. Bien sûr, nous essayons d'aider en Artsakh la question de la construction des logements, le problème de l'eau, qui est tout de même un problème très important, au nom de l'attitude de médiation de la France, ont été empêchés d'envoyer des missions techniques pour voir où on pouvait trouver de l'eau dans l'Artsakh actuel. C'est ce qu'on appelle de la médiation. Nous avons soutenu le centre culturel, d'autant qu'il est francophone. Vous me pardonnerez ce clin d'œil à Stepanakert, qui est quand même un lieu aussi de liberté et de rencontre pour la jeunesse arménienne. Nous sommes encore prêts à faire beaucoup de choses, mais nous voulons pouvoir aller librement et y agir en Artsakh. C'est cela qui doit être débloqué, c'est cela que nous attendons de l'Union européenne. Merci beaucoup, Monseigneur. Et merci à vous tous pour ces interventions. Nous allons pouvoir vous passer la parole dans un instant pour poser vos questions, mais je voudrais peut-être tout simplement, de manière très informelle, demander à nos intervenants s'ils souhaitent réagir sur tel ou tel point qui vient d'être prononcé. Je vois que Gaïd, tu avais un mot à dire. Si c'est possible de faire des interventions assez concises pour qu'on puisse passer la parole ensuite à ceux qui nous écoutent pour que vous puissiez leur répondre. Gaïd. Merci François-Xavier. Donc, je reprends ma casquette de chercheur, enseignant, et je laisse l'émotion de côté, parce que même si l'émotion rentre dans les sciences politiques avec force, ça ne suffit pas.
Aujourd'hui, vous avez sur la table deux approches. Une approche russe de résolution du conflit et une approche occidentale. Elles se rejoignent toutes les deux sur un point, la reconnaissance de l'intégrité territoriale des deux États. L'approche russe approche deux nouveautés. La première, c'est de dire que l'Arménie et l'Azerbaïdjan signent cet accord et ensuite on parlera du statut du Karabakh. Et l'autre avancée, c'est d'ouvrir un couloir, entre guillemets, reliant Bakou au Nakhitchevan, ce qu'on appelle en Azerbaïdjan le couloir du Zangezur, mais selon les conditions de l'accord du 9 novembre, sous la direction du FSB, c'est-à-dire les services de sécurité russes. Du côté occidental, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas d'autre chose que l'intégrité territoriale. Et la méthode de négociation est différente. Les Occidentaux encouragent les deux parties à négocier, contrairement à la Russie, qui participe vraiment aux négociations. Et on voit bien les deux approches dans leurs différences. L'approche russe est une approche néo-impériale. On ne règle pas le problème, on le gère. Et en plus, on met des épines dans ce processus. C'est-à-dire que du côté arménien, eh bien, on essaie de les satisfaire avec l'histoire du statut du Karabakh, et du côté azerbaïdjan, on essaie de satisfaire Bakou avec cette histoire du couloir du Zangezur. Donc, en gros, le principal gagnant, c'est la Russie, dans cette logique néo-impériale. Du côté occidental, eh bien, on considère que reconnaître l'intégrité des trois États du Caucase du Sud, c'est empêcher, c'est réduire, c'est affaiblir l'influence de la Russie. Et quand on voit le contexte de la guerre en Ukraine, on comprend pourquoi. Donc on a ces deux approches. Et l'angle mort de ces négociations, c'est le Karabakh. Personne ne parle du Karabakh. Ni en Occident, très peu, même si là on est là entre nous, mais quand même, très peu. En dehors de la France, un peu de la Grèce, peut-être un peu de Chypre, mais sinon je ne vois pas beaucoup de pays européens s'exprimer. Et puis du côté russe, eh bien en fait, comme l'Arménie n'a pas encore décidé, pencherait plutôt du côté occidental, puisqu'on a vu la dernière déclaration de Nicole Pachinian sur la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, incluant le Karabakh, eh bien la Russie participe aussi à ce blocus. Ah, vous ne voulez pas vous prononcer encore sur l'approche russe ou occidentale? Eh bien, on va fermer aussi le corridor de Latchine. Et l'Azerbaïdjan dit, nous, comme on n'a pas ce corridor du Zangezur, parce que personne n'en veut en dehors de la Turquie, eh bien, on va fermer Latchine. On ferme Latchine, mais pas entièrement, mais vous voyez, à 80-90%, on laisse passer des marchandises ici ou là pour les soldats russes. Mais en même temps, on fait comprendre que la Chine s'ouvrira dès lors que le corridor s'ouvrira. Donc on est dans ce modèle de résolution des conflits. Et si vous avez des questions là-dessus, je suis tout à fait prêt à y répondre. Merci beaucoup, Gaït. Effectivement, on voit bien à quel point la difficulté de la situation et aussi qu'elle s'inscrit dans un contexte géopolitique bien plus large. Et on a évoqué, bien sûr, la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si d'autres intervenants souhaitaient réagir avant que nous donnions la parole. Maître, je voudrais très brièvement, Monseigneur Goldnich, vous avez dit avec raison que par son comportement, l'Azerbaïdjan a démontré qu'il était impossible que les Arméniens vivent en Azerbaïdjan. Eh bien, c'est très exactement l'objet de la procédure qui a été portée devant la Cour internationale de justice, de faire dire à la juridiction mondiale que l'Azerbaïdjan est profondément anti-arménien et raciste. Et l'enjeu de cette procédure, c'est cela. Et l'Azerbaïdjan l'a très bien compris, raison pour laquelle il essaye de faire en sorte, par son action miroir, si vous voulez, que tout cela soit un jeu de somme nulle. Mais vous imaginez bien entendu que si la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies, dans 2, 3, 4 ans, prononce un arrêt par lequel il constate l'ensemble des violations ou une grande partie des violations de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale au titre de politique d'État contre les Arméniens. Si nous avons cet arrêt, la légitimité de l'autonomie pour les Arméniens du Haut-Karabakh
sera évidemment grandement renforcée. Entre-temps, le temps avance et le temps de la justice, malheureusement, est assez long comparé aux urgences du terrain. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, en français ou en anglais, bien sûr. Et je me tourne vers Anna Agadjanian, ambassadrice d'Arménie. Merci encore de votre présence. Merci, cher François-Xavier. I really wanted. It's more. C'est plus une déclaration qu'une question. Alors, j'aimerais commencer par vous remercier, François-Xavier, d'avoir organisé cet événement, d'avoir réuni ce panel d'intervenants. Il y a différentes approches d'introduction de ce sujet, mais je voulais partager un point de vue plus personnel. Je voulais m'adresser à Lika personnellement. Merci beaucoup ce que vous nous avez montré aujourd'hui, ce que vous avez montré à travers votre film, à travers votre livre. Et sans doute le meilleur témoignage de ce qui se passe dans le Haut-Karabakh et de ce que la population là-bas traverse. Parfois, on parle de la situation et on a tendance à oublier qu'il y a des personnes bien réelles qui vivent dans ces situations, qu'il y a des histoires individuelles dans ces cas de figure. Lorsque je vous écoutais, j'avais à l'esprit ce qu'on ressentait ici pendant ces 44 jours, la frustration qu'on ressentait, la désillusion, la déception. Je vous ai vu dire que vous croyez en certaines choses, et c'était notre cas aussi, et c'est à ce moment-là qu'on a ressenti beaucoup de désillusion. Nous n'étions pas très populaires au sein des institutions pendant la guerre parce que nous parlions de cette désillusion. Nous parlions de cette idée non pas de trahison, mais d'être laissé pour compte. Et ici, quand Andrei Kovachev a parlé de toutes ces résolutions, de toutes ces déclarations, eh bien, je voulais remercier le Parlement européen de façon spécifique, ses membres tels qu'André, tels que François-Xavier, les autres membres du Parlement également, qui ne sont pas restés silencieux pendant la guerre, après la guerre, aujourd'hui encore. Nous savons que la plupart des personnes présentes ont à cœur cette situation et ils ont 3 résolutions à l'esprit. Il y en a 3 qui ont été passées sur les POW. Monsieur Kovachev y a fait allusion. La résolution sur la préservation de l'héritage, du patrimoine arménien, et la résolution la plus récente sur le blocus de Lakhchine. Alors je pense qu'il y a beaucoup de formules très importantes qui ont été faites et il faut le garder à l'esprit. Il ne faut pas l'oublier. C'est également important pour nous, et je comprends bien que, alors que vous êtes dans un petit village au sein d'Artsakh, en plein blocus, vous ne réalisez sans doute pas tout à fait combien de questions sont envoyées donc du Parlement à la Commission au Conseil. Alors je comprends bien que ça ne va pas vous donner de quoi remplir vos estomacs le soir, que ça ne va pas chauffer vos foyers, mais ces questions vont donner lieu à des prises de décision. Et j'aimerais également faire une observation personnelle, une fois encore. Je suis persuadée que si il y avait une réaction à ce qui est en train de se passer en Artsakh en septembre, en octobre 2020, s'il y avait eu une réaction solide et qui était nécessaire, eh bien, je suis persuadée que ce qui se passe en Ukraine n'aurait jamais eu lieu. Voilà, c'est un point de vue personnel, mais je pense que qu'on aurait pu éviter cette situation. J'aimerais également partager 2 mots avec vous, persévérance et résilience. Voilà les 2 points forts des Arméniens. Voilà ce qui
nous donne de la force. Voilà ce qui définit également la population de l'Artsakh. Et j'aimerais donc saluer et montrer toute ma solidarité envers la population de l'Artsakh aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et encore une fois, vos paroles sont tellement pertinentes. C'est tellement important à nos yeux que vous soyez présente aujourd'hui. Et si je parle sous le regard d'André, mais si on fait suffisamment de sensibilisation, si les voix de l'Artsakh, de l'Arménie sont portées, eh bien c'est grâce au travail que vous faites à longueur de journée, grâce à vos équipes ici à Bruxelles. Et merci beaucoup donc pour votre intervention. Courte, si c'est possible, pour que nous puissions laisser le temps à tous les intervenants de répondre. Il nous reste très peu de temps, donc je vous laisse la parole. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, chers invités, je fais partie de l'initiative Caspienne pour l'intégration gouvernementale. Alors avant de prendre la parole, j'aimerais témoigner toute ma compassion à mademoiselle Zakarian. Je suis tellement désolée que vous ayez à traverser ces situations. D'avoir traversé donc des bombardements. Vous avez parlé des valeurs européennes et nous pensons véritablement que les valeurs européennes sont un concept clé qui vont libérer la région dans son ensemble de l'influence russe. Regardez ce drapeau européen. Il y a 12 étoiles. Des pays qui sont alignés. Ce qui nous tient à cœur, c'est la diversité. Et nous croyons à l'avenir du Haut-Karabakh. Cet avenir ne peut être établi qu'une fois que l'influence russe soit terminée. Et je pense que, chers experts, et cette question et là je m'adresse à vous et j'aimerais donc vous demander, vous parliez du point de vue de l'Arménie, vous parliez de témoignages personnels issus de l'Arménie, d'Arméniens résidant au Karabakh. Mais nous savons que nous allons vers une mondialisation, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin d'amitié, de solidarité. L'avenir du Haut-Karabakh, eh bien, ça serait que l'on parvienne à cohabiter. Et bien évidemment, l'Union européenne peut être un médiateur en la matière. Alors comment voyez-vous la cohabitation possible donc, au nom de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie en Haut-Karabakh? Alors merci beaucoup pour cette intervention et c'est exactement ce à quoi je faisais référence lorsque je parle aux représentants donc, de l'Arménie. Il s'agit de voisins. Il faut qu'ils puissent continuer à cohabiter sur ce territoire. Et il ne doit pas y avoir de génocide. Et c'est pour ça qu'il faut des mesures de renforcement de la confiance. Il faut des mesures, des contacts directs qui peuvent permettre donc aux ressortissants de l'Azerbaïdjan, des autorités, mais également des habitants de cohabiter. Mais avant tout, il nous faut de la confiance. Ça signifie que cette rhétorique doit être adaptée. Il faut qu'il puisse y avoir des garanties. Comme vous l'avez mentionné, il y a la question de l'influence russe dont il faut se débarrasser. Nous n'avons aucune confiance en Vladimir Poutine et c'est une chose qui est certaine. Nous avons bien conscience de leurs intentions, mais nous avons besoin aussi de garanties internationales, des garanties claires pour les Arméniens, pas seulement à l'oral, mais aussi à l'écrit. Les troupes russes doivent quitter le territoire et à la place de ces troupes, il faut qu'il y ait des garanties internationales claires
en tout cas pendant une certaine période délimitée, où les Arméniens doivent se sentir en sécurité, où ils pourront suivre le cours paisible de leur vie, où ils peuvent aller à l'église, aller à l'école, avoir un emploi. Il en va de même, bien évidemment, des personnes azéris qui vivent sur ce territoire. Il faut qu'ils puissent cohabiter en paix. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, alors oui, on peut être d'accord en principe sur ce que vous dites. Alors je ne sais pas si vous parlez en votre nom ou si vous parlez au nom de votre coalition, mais nous avons l'habitude d'entendre différents types de propagande. C'est le type de propagande que l'on peut entendre de la part de l'Azerbaïdjan, où l'Azerbaïdjan veut la paix, où ils veulent pouvoir coexister. Mais par la suite, comment se fait-il que M. Aliyev veut chasser les Arméniens comme des chiens? Comment se fait-il qu'on puisse contempler ce parc ignoble qui a pu être mis en scène à Bakou? Comment se fait-il qu'il y ait des présidents de guerre, des prisonniers de guerre arméniens? Maintenant, ce sont des otages à des fins politiques. Ce n'est pas à préparer le sentier de la paix. Et je pourrais vous donner une infinité d'exemples. Lorsqu'on parle de paix, et on en parle aussi avec les commissaires européens, nous essayons de pouvoir garantir la présence de ressortissants arméniens dans le Haut-Karabakh lorsqu'il sera repris par l'Azerbaïdjan. Mais pourtant, les exemples ne cessent de se poursuivre. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui sans foyer? Combien de personnes, combien d'Arméniens sont encore à Soucha? Combien de personnes ont dû fuir? Combien de personnes sont restées? Alors comment peut-on parler de coexister, de cohabiter, alors qu'on est face à un nombre infini d'exemples, et pas seulement dans le Haut-Karabakh? Comment peut-on parler de la paix lorsque M. Aliyev parle de retrouver l'Azerbaïdjan de l'Ouest, en d'autres mots, le territoire arménien? Alors je vous réponds ici en toute honnêteté, et je pense que oui, on pourrait être d'accord en principe avec ce que vous dites, qu'on devrait pouvoir cohabiter en paix, etc. Mais après, le gouvernement de l'Azerbaïdjan devrait suivre ses paroles par ses actes. Bonsoir à tous. Jean-Philippe Gispalou, je suis de l'œuvre d'Orient. Et j'avais une question parce que, notamment, Monseigneur Kolnisch a soulevé le problème de la Turquie. Parce qu'on en parle très peu, on parle de l'Azerbaïdjan, mais la Turquie a quand même des visées expansionnistes. Elle veut faire son nouvel empire ottoman. Elle a tendance à vouloir imposer sa religion. On l'a vu avec la fameuse mosquée qui a été remise, la cathédrale Sainte-Sophie, là, enfin j'allais dire Constantinople. Est-ce que ça va pas être difficile de négocier avec la Turquie qui ne veut pas négocier, on voit pour Chypre, on voit pour les Kurdes, on voit pour la Suède? Est-ce que ça va pas être une difficulté? Voilà, je voulais poser cette question. Ben, si je peux me permettre de répondre, le monde est en transition. Les puissances néo-impériales, on le vend en poupe. La Russie, la Chine, la Turquie. Le nombre de démocraties baisse et c'est inquiétant. Je pense que là-dessus, les Européens, les Occidentaux ont tout intérêt, et pas que seulement les Occidentaux, mais enfin bref, toutes les démocraties ont intérêt vraiment à se ressaisir, se réinventer même, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il y a un lien avec le Karabakh et l'Arménie, parce que dans cette guerre entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan, c'est une démocratie contre l'autocratie. Est-ce qu'on peut laisser une dictature l'emporter sur une démocratie? Moi, je me pose des questions tout simplement et j'attends des réponses.
La Turquie est frappée par une crise économique et sociale grave. Et depuis le tremblement de terre de février 2023, on a quand même vu un changement de ton dans le discours officiel du président Erdogan. Il a été réélu pour un nouveau mandat dans cette année qui consacre le centenaire de la naissance de la République. Je pense qu'il va maintenir cette politique expansionniste d'une manière ou d'une autre, parce que c'est son moteur, parce qu'il jouait d'une impunité, et pas que Erdogan, mais la Turquie en général jouait d'une impunité colossale, à commencer par, je dirais dans le temps, le génocide des Arméniens, mais plus récemment, et ce qui nous touche ici, nous Européens, c'est Chypre. C'est-à-dire, ça pose quand même un sacré casse-tête. Et puis la question kurde. Les Kurdes se sont battus pour les Occidentaux contre Daesh. Et on lui tourne le dos. Enfin, les Russes aussi d'ailleurs, mais surtout aussi nous. En fait, tout ce qui se passe, que ce soit la Turquie avec son expansionnisme, que ce soit la Russie avec son expansionnisme, ou que ce soit une autre puissance avec son expansionnisme, que ce soit l'Iran avec sa tentative hégémonique ou la Chine, en fait, ça nous adresse à nous, Européens, démocrates. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde en transition? Est-ce qu'on va être cynique, indifférent et accepter le fait accompli? Ou est-ce qu'on va se ressaisir sans aller jusqu'à être bat-en-guerre? Mais est-ce qu'on va être dans la capacité de se ressaisir pour essayer, non pas d'imposer encore une marque occidentale dans le monde, c'est fini, mais au moins de réinventer la démocratie et de sauver tout ce qui peut relever de la démocratie. Il y a des démocrates en Turquie, il y a des démocrates en Azerbaïdjan. Je veux dire, on ne peut pas s'arrêter à une réelle politique qui, en fait, joue contre nos propres intérêts, à nous, Européens, nous, Occidentaux, nous, démocrates. On se tire une balle dans le pied. À force de négocier avec des régimes autoritaires, eh bien, c'est à se demander si le dictateur n'a pas le dernier mot et si l'infréquentable ne devient pas le fréquentable, puisqu'on passe des accords avec eux. Je pense à Madame van der Leyen qui dit que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable. Et 2 jours après, l'Azerbaïdjan attaque le territoire souverain arménien. C'est à ne plus rien comprendre. S'il y a des députés ici, des élus, des gens qui sont proches de la Commission ou je ne sais quoi, n'allez pas chercher midi 14h pour savoir pourquoi les Européens tournent le dos à la politique et ne participent pas aux élections. C'est parce qu'ils ont le sentiment d'être trompés. Je ne parle même pas des autres peuples en dehors de l'Union européenne, je parle de nous, Européens. On est trompés. Et les gens disent, ça suffit. Voilà. Oui, je voudrais me permettre de prolonger ce propos. En démocratie, grosso modo, entre les gouvernements et les parlementaires, on peut penser qu'ils représentent les peuples. Quand le gouvernement allemand parle, on peut dire que c'est le peuple allemand qui s'exprime, le peuple français, etc. En dictature, ce n'est pas le cas par définition. Alors quand on me dit les Iraniens pensent que, les Chinois pensent que, etc. Mais non, les dictateurs chinois, les dictateurs iraniens. Mais si nous essayons d'écouter les peuples, et parfois la colère des peuples, et parfois là où ils voudraient, les rêves des peuples, ce n'est pas les dictateurs qui les expriment. Regardez en Iran, il se passe des choses quand même en Iran. Évidemment, Erdogan a gagné les élections, mais beaucoup de têtes de l'opposition sont en prison. Pour ne pas parler d'autres pays, pour ne pas générer des polémiques inutiles. Par conséquent, nous devons être convaincus que nos démocraties, qui ne sont pas parfaites, on en est tous conscients, que nos démocraties représentent un modèle vers lequel les peuples veulent aspirer. C'est cela qu'ils veulent. Nous avons, oui, des éléments vers lesquels les peuples voudraient se tourner. Et nous ne devons pas douter de cela. Et nous ne devons pas confondre les dictateurs avec les peuples sur lesquels ils exercent leur dictature. Et si nous écoutons les peuples, nous voyons bien qu'il y a un avenir. Je ne suis pas optimiste, si je suis assez optimiste par nature, mais enfin, c'est quand même sur une analyse que ça se fonde. Moi, je suis inquiet pour les dictatures. C'est les dictatures qui chancellent. C'est les dictatures qui vont reculer. Et c'est la liberté qui va triompher. J'en suis convaincu.
Monseigneur, peut-être sur cette perspective pleine d'espérance, c'est maintenant le moment de conclure. Je suis désolé parce que je vois qu'il y avait encore beaucoup de questions, mais nous devons quitter la salle à 21h. Et donc, il me reste seulement quelques minutes pour tenter de rassembler ce que nous avons partagé de façon très brève. D'abord, je voudrais commencer par dire un immense merci à vous tous qui êtes venus intervenir ici au Parlement européen. Remercier bien sûr Lika Zakarian pour son travail extraordinaire et ce témoignage si marquant qu'elle nous a donné ce soir. Lika, vous savez que ce Parlement, c'est votre maison et que vous y serez toujours la bienvenue. En tous les cas, c'est avec vous que nous continuerons de suivre ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh. Et nous voulons vous dire simplement de tout cœur que nous pensons à vous, que nous pensons à votre famille, à vos proches, à tous ceux qui, avec vous, sont touchés par cette immense épreuve. C'est pour eux et c'est avec eux que nous avons vécu ce moment grâce à vous. Je voudrais remercier Maître Pierre d'Argent, remercier Gaït Minassian, Monseigneur Golnisch, toute l'équipe de l'œuvre d'Orient et bien sûr Andrei Kovachev pour tout le travail que tu fais, pour ta présence à nos côtés aujourd'hui. Je voudrais dire également un immense merci à tous ceux qui ont rendu possible nos échanges, bien sûr les interprètes qui nous ont accompagnés au cours de cette conversation, les services techniques du Parlement, le secrétariat général du Parlement. Remerciez vous tous qui êtes présents ici. Tu posais la question, Gaït, s'il y a ici des gens qui travaillent à la Commission européenne, il y a des collaborateurs des groupes parlementaires, des collaborateurs de nos groupes politiques, il y a des collaborateurs d'élus, il y a des élus. Et je crois que c'est le fait que nous ayons été présents si nombreux qui fera, j'espère, le succès, la fécondité de ce moment que nous avons partagé avec les plus de 500 personnes qui se sont connectées en ligne et tous ceux qui regarderont cet événement par la suite. Permettez-moi de dire également un immense merci parce que tout cela n'est possible que par nos équipes. Anna le rappelle souvent. Je voudrais dire un immense merci à mon équipe et en particulier à Guylain de Franqueville. Nous travaillons sur le sujet de l'Arménie depuis des années maintenant et c'est grâce à lui et grâce à toute l'équipe que ce moment aura été possible, mais aussi tout le travail quotidien. Peut-être terminer simplement par 3 remarques très rapides. La première chose, nous n'avons pas parlé ce soir de concept, en effet, et le film de Lika nous l'a rappelé. Nous avons parlé de personnes. Nous avons parlé de personnes qui ont une histoire, qui ont une mémoire à transmettre, qui ont des projets, des espoirs. Et je crois qu'il est très important de nous souvenir que lorsque nous parlons de droit international, lorsque nous parlons de cette géopolitique qui semble souvent être le fait des grandes puissances, des grands acteurs mondiaux, il s'agit d'abord de destins humains. Et en l'occurrence, il s'agit ici d'un peuple qui ne demande rien d'autre que de vivre en paix. Ce soir, nous avons évoqué bien des impérialismes, celui de l'Azerbaïdjan, mais celui de la Turquie aussi, qui menace directement l'Europe, qui menace Chypre, la Grèce. Nous avons parlé de ces puissances qui déstabilisent le monde contemporain, la Russie, à nos frontières. Lorsque nous parlons du peuple arménien, nous parlons d'un peuple qui ne veut envahir personne, qui ne veut rien d'autre que de vivre là où il est depuis des millénaires, même si certains cherchent à effacer sa mémoire, qui ne demande que de pouvoir transmettre cette mémoire et sa culture, cette culture si proche de la nôtre, une culture qui a tout en commun avec la civilisation européenne, la religion chrétienne bien sûr, mais aussi tout un héritage de philosophie. Et comme professeur de philosophie, je veux redire ici la reconnaissance que l'Europe doit à l'écriture arménienne, à la culture arménienne qui a fait venir jusqu'à nous bien des œuvres de notre propre tradition. C'est cette culture que nous continuerons à chérir, à estimer, à apprécier, à pratiquer. Et ce sont ces amis que nous sommes heureux d'accueillir ici au Parlement européen. Et je le dis avec beaucoup de fermeté que nous continuerons d'accueillir. Lorsque nous avons voté cet amendement sur les sanctions nécessaires suite à la décision de la Cour internationale de justice, le Parlement d'Azerbaïdjan a dit que la diaspora arménienne était depuis longtemps une tumeur, un cancer, ce sont les termes du Parlement azerbaïdjanais, un cancer au cœur de l'Europe. Eh bien non, ce n'est pas un cancer, c'est ce que nous avons de plus cher, que nous partageons avec nos amis arméniens, qu'ils vivent en Europe ou qu'ils soient arméniens d'Arménie ou d'Artsakh, et nous continuerons de travailler avec eux pour transmettre cet héritage. Dans cette situation, je voudrais dire aussi, c'est mon deuxième point, que nous avons des principes à défendre. Nous avons des principes essentiels à défendre et ces principes, malheureusement, l'Europe les a trop trahis.
La Commission européenne en particulier, parce que le Parlement, lui, a pris des positions très claires depuis le début de la guerre. Mais malheureusement, ces positions n'ont pas été traduites ni par la Commission, qui considère M. Aliyev comme un partenaire fiable, ni par le Conseil, qui, malgré notre appel, n'a toujours pas enclenché de procédure de sanctions. Sur le sujet de l'Ukraine, nous avons su déclencher en quelques mois 9 trains de sanctions successives. Et il fallait le faire. Mais pourquoi n'avoir pas déclenché la première sanction, le début d'une sanction, contre des dirigeants politiques qui se sont rendus coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, qui ont utilisé des bombes illégales, qui ont fait venir des mercenaires djihadistes, qui se sont attaqués à des populations civiles, qui ont appelé à la haine, qui ont tenu des discours qui ne pouvaient que semer une violence durable. Pourquoi n'avoir pas déclenché le premier train de sanctions contre un seul individu, alors que ces individus fréquentent l'Europe, y possèdent des biens, que ces individus cultivent leurs liens avec le continent européen? L'Europe a manqué à la défense de ses principes et à la défense du premier d'entre eux, qui est fondamental, et cela a été rappelé par bien des intervenants, qui est la primauté absolue du droit sur la violence, la primauté absolue de la justice sur la force brutale. Ce principe-là, si nous avions su le défendre en 2020, j'en suis moi aussi convaincu, si nous l'avions défendu en 2020, sans doute aurions-nous évité qu'une guerre surgisse en Ukraine. Si nous avions envoyé le message en 2020 que nous ne laisserions pas faire la brutalité qui veut l'emporter sur le droit, nous aurions créé un précédent. Nous avons créé le précédent inverse, celui de la paresse, celui de l'auto-aveuglement, celui du déni de réalité. Et nous l'avons fait alors que l'Europe était évidemment concernée par ce qui était en train de se jouer. Si l'Union européenne est née, c'est d'abord parce qu'elle s'est construite sur l'expérience d'un génocide. Si nous sommes ici aujourd'hui dans un Parlement européen, si nous avons appris à travailler ensemble de tous les pays d'Europe, si ces 12 étoiles se sont réunies sur le drapeau, c'est d'abord parce que nous avions appris de l'horreur absolue dont l'homme s'est rendu capable, dont l'homme européen s'est rendu capable, que nous avions appris que nous n'avions pas le droit désormais de fermer les yeux et de laisser faire la violence. Eh bien, chers amis, je crois que nous devons le dire ici avec une particulière gravité. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, c'est d'un projet d'épuration ethnique que nous pourrions revoir la réalisation. L'Europe s'est construite sur les restes d'un génocide, sur les leçons qu'elle devait tirer de sa culpabilité et sur la nécessité de reconstruire. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui de laisser des gens qui continuent de pratiquer le négationnisme sur les génocides des Arméniens dire simultanément qu'ils vont finir 1915. Car si nous ne faisons rien alors que nous savons tout, si nous n'agissons pas alors que nous entendons tout, nous serons coupables à nouveau de ce génocide dont nous aurons été complices. Chers amis, je crois qu'aujourd'hui, notre travail, c'est de tout faire pour dénoncer une fausse négociation. Nous en avons parlé de cette négociation, de ces différentes configurations, mais cette négociation, elle est construite sur une supercherie. Parce qu'elle se déroule dans le contexte d'un crime de guerre qui continue sous nos yeux, dans le contexte d'une violation manifeste du droit international, sanctionnée par la Cour internationale de justice. Comment peut-il y avoir une négociation quand un crime est en train d'avoir lieu? Comment peut-il y avoir une négociation entre le coupable et la victime au moment où la faute du coupable pèse toujours sur la victime? Comment peut-on considérer que l'Arménie négocie librement et souverainement avec l'Azerbaïdjan alors qu'elle est aujourd'hui en train de vivre directement ce chantage que constitue le blocage du corridor de Latchine? J'étais sur le corridor de Latchine il y a quelques mois maintenant, en février. Par le froid polaire de l'hiver, il faisait moins 17 degrés. Les habitants du Karabakh étaient privés de chauffage. Est-ce qu'il est complètement normal qu'une négociation ait lieu dans un contexte comme celui-ci, contexte où 120 000 civils innocents sont privés de tout par l'État avec lequel on demande aujourd'hui aux Arméniens de négocier? Notre rôle à nous, Européens, c'est de faire en sorte que le crime cesse pour que la négociation commence. La négociation, oui. La diplomatie, oui. La paix, bien sûr, comme horizon. Mais la paix ne peut pas s'établir dans la justice alors que sur cette discussion pèse une telle violence qui dure aujourd'hui. Et notre travail à nous, c'est aujourd'hui de faire en sorte qu'enfin ces sanctions permettent de faire reculer l'Azerbaïdjan, que l'Arménie ne soit pas seule. Et nous voulons dire aux Arméniens, notre rôle n'est pas de rentrer dans leurs propres décisions souveraines. Nous respectons la démocratie arménienne parce que nous tenons à la démocratie, mais nous voulons simplement dire aux Arméniens qu'ils ne sont pas seuls, que, vous l'avez rappelé, Anna, aujourd'hui, nous sommes prêts à nous battre pour pouvoir les soutenir.
non pas parce que nous soutenons l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, un pays contre un autre, mais parce que nous soutenons la justice contre la violence, la civilité contre la brutalité, la civilisation que nous avons en partage contre le retour de la barbarie. Et c'est ce qui nous a réunis ce soir, et c'est ce dont je voulais vous remercier encore pour votre présence, pour votre engagement, pour le travail que chacun d'entre vous fait et ferait dans les semaines et les mois qui viendront, qui, nous le savons, sont évidemment décisifs. Merci encore infiniment.